Merci. Donc la dernière conférence va être faite par Bernard Loblinger sur quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans le domaine médical et chirurgical, qui a trait aux mathématiques. On sait que Bernard est devenu un grand mathématicien. Et sa conférence s'intitule « Mathématiques et Big Data en cancérologie ». Merci Dominique. Non, je ne suis pas devenu un grand mathématicien, mais je pense qu'on peut s'éloigner un peu de la pratique chirurgicale de tous les jours. Et je pense que quand on est un chirurgien en formation, un jeune chirurgien, il va être rapidement difficile d'ignorer toutes ces techniques. Ça, c'est sans limiter avec l'idée. Alors moi, je me suis intéressé à ça. D'abord parce que j'en avais assez de raconter toujours la même chose sur la cancérologie digestive et faire le tour du monde en parlant des métastases hépatiques. Et puis parce que je me suis rendu compte que dans les milieux que je fréquentais en recherche, même des gens assez pointus, n'avaient aucune idée de ce que c'était que ni les big data, ni l'intelligence artificielle, et qu'en revanche, dans les spécialistes de l'informatique, il y en a qui parlaient de santé, mais qui n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un malade. Donc l'idée était de mettre les gens ensemble, et c'est pour ça qu'on a mis sur pied un groupe de travail entre l'Académie de médecine et l'Académie des sciences pour essayer de progresser sur ce sujet. Et ça, je l'ai fait avec un mathématicien qui est assez connu, qui est Cédric Villani. Alors, les big data, ou on peut appeler ça les mégadonnées, c'est, au sens large du terme, l'ensemble des nouvelles méthodes mathématiques et statistiques qui permettent la collecte, le stockage, l'analyse, l'utilisation des données pour essayer d'améliorer les connaissances, la prévention de tas de maladies, et en particulier dans le cas des cancers, aussi le traitement. Alors, comme je vous le disais, là, notre groupe de travail avait pour but de faire se rencontrer deux mondes, et en plus, c'est nous qui avons préparé le volet santé du rapport qui est dû dans un mois au gouvernement sur l'intelligence artificielle et qui devrait faire un peu le point sur comment le pays peut essayer de faire face à ces nouvelles méthodologies. Alors là, ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est l'explosion du volume des données collectées. Alors on les collecte où? On les collecte sur Internet, on les collecte sur les objets connectés, quand vous utilisez votre téléphone portable, votre montre connectée, tous les appareils connectés, vos cartes de paiement, votre carte vitale. Et en 2020, le trafic total des données devrait être, ça ne dit pas grand-chose, mais ça s'exprime en milliards de milliards. C'est-à-dire c'est colossal. Entre 2015 et 2020, c'est estimé devoir être multiplié par 3. Alors tout ça, c'est possible grâce aux ordinateurs modernes, avec des grandes capacités de recueil, de stockage, et aussi des gros tuyaux qui permettent de transporter ces données avec des grands débits. Et puis également grâce aux méthodes d'analyse, c'est ce qu'on appelle les algorithmes, hein, c'est une suite de calculs qui permettent de résoudre un problème. On a des algorithmes dans la tête, quand on part d'une question, qu'on arrive à une solution, et les ordinateurs ont des algorithmes qui fonctionnent de manière maintenant un petit peu semblable. Alors les données qui sont à la base de tout ça, elles sont partout, elles sont entreposées dans des bases publiques, dans des bases privées, dans ce qu'on appelle les nuages. Les nuages, c'est des gros ordinateurs centraux. En fait, j'ai fini un temps. Souvent, elles ne sont pas organisées pour la recherche. Et par exemple, je vais vous parler des données de la sécurité sociale qui ont pour but de rembourser les gens. En gros, c'est la carte vitale, c'est la carte des feuilles de maladie. Maintenant, on va s'en servir pour faire de la recherche. Évidemment, ça pose un petit peu de problème de les rendre utilisables. Alors, c'est les traces que nous laissons. Et pour vous dire un peu l'intérêt du sujet, c'est que ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire tous les géants de l'Internet, qui malheureusement ne sont pas européens, mais sont américains, Google, Facebook, Amazon, Apple, donc les objets connectés, mais aussi les banques, les pharmacies, les assurances. Alors, on passait d'un nouveau paradigme
qui serait l'ère de la possession, alors c'est un peu de la philosophie, mais enfin il y en a d'autres qui ont des idées politiques comme ça avant, au partage. Alors ça c'est très joli, mais le partage, il faut aussi que ça change de pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui administre la base de données. Et puis il y a des nouveaux outils. Alors vous avez peut-être entendu parler, on parle beaucoup dans les médias depuis 2-3 jours de Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique virtuelle et qui est basée sur le principe de la blockchain. La blockchain, pour faire ça, c'est que c'est des données qui sont mises en commun, chacun met ses données dedans, tout le monde peut voir les données des autres, mais personne ne peut modifier les données des autres avec des règles, des blocs qui permettent d'empêcher les modifications. Alors dans les données, il y a des données structurées qui sont déjà exploitables et puis des données non structurées, par exemple toutes les vidéos, les enregistrements vocaux, des textes non numérisés avec une production abondante et une exploitation dans les années à venir à très haute valeur ajoutée. Alors ça pose des tas de problèmes quand vous faites des études multicentriques ou des études prospectives, vous avez parlé d'études tout à l'heure. La première question, c'est d'avoir un recueil de données de qualité. Si vous avez des mauvaises données, enfin moi j'ai toujours enseigné ça, si on a des mauvaises données, on a des mauvaises conclusions. Alors maintenant, la grande quantité peut peut-être, dans certains cas, compenser une qualité imparfaite, probablement, et l'exhaustivité peut-être peut permettre d'être moins exigeant sur l'exactitude des informations. Alors c'est des questions, mais il semble quand même, dans certains cas, il y a des possibilités, et d'autant plus que les algorithmes perfectionnés, maintenant, quand il manque des données, quand il y a des données manquantes sur des bases de données ou sur des analyses d'images, par exemple, peuvent les retrouver, et donc compenser des manques. Alors tout le problème, c'est d'avoir accès aux bases de données. Les données publiques de santé en France, là, on est en avance. La loi dont les décrets sont parus il y a tout juste un an ouvre les mégadonnées publiques de santé, qui étaient, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, initialement, c'était les données de la carte vitale, à des fins de recherche. Le SNIRAM, c'est le Système National Interrégime, etc., des données de la CNAM, du PNSI, c'est les données des hôpitaux, du registre des décès, c'est pas de l'INSEE, c'est de l'INSERM, en un seul fichier unique au monde. Alors, l'étude scientifique de ça a été confiée à l'école polytechnique, à des collègues avec qui je travaille. Les conditions d'accès sont en préparation, parce que bien entendu, tout le problème, c'est de trouver le juste équilibre entre ne pas stériliser la recherche et ne pas nuire à la protection de la personne individuelle. Donc c'est tout cet équilibre entre protection de l'individu et utilisation pour la recherche qui est difficile à trouver et qui va être le problème universel. Alors à part ces données publiques, il y a aussi les registres des hôpitaux, les données de la PHP par exemple actuellement, qui sont un problème parce que dans l'état actuel elles ne sont pas utilisables. Dans le groupe de travail, on les reçoit très prochainement, l'Institut Curie, l'IGR, les groupes de recherche, des données comme le Cancer Genome Atlas, l'ASCO aux États-Unis, tout le monde fait ces bases de données. Alors les algorithmes. Les algorithmes, ça vient d'un nom d'un mathématicien persan du 9e siècle, et c'est l'algorithme, donc ce sont une suite d'opérations qui permettent de trouver une solution à un problème. Ils permettent de classer l'information, de personnaliser la publicité. Par exemple, quand vous allez sur Internet pour vous renseigner sur n'importe quel produit, vous êtes tous surpris dans les instants qui suivent de recevoir des tas de publicités sur des produits voisins. Ce n'est pas le hasard, c'est parce que vous avez été fiché par des algorithmes et qui ont vu que vous intéressiez à ça. Donc ça permet la recommandation des produits, le ciblage du comportement, l'orientation des déplacements, hein, les GPS, quand ils vous disent qu'il faut aller là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a d'autres gens qui y sont allés ou qui y sont déjà allés. Et ça peut bien entendu être utile en santé et en cancérologie. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant les algorithmes ne sont pas fixes au départ, mais les machines s'adaptent aux tâches. C'est ce qu'on appelle en anglais le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Et maintenant, il y a même encore mieux, c'est le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond qui fonctionne un peu sur le système des réseaux de neurones qu'on a dans le cerveau.
Alors si, comme j'ai un peu de temps apparemment, je vais vous expliquer. Par exemple, vous prenez une voiture autonome. Une voiture autonome, il faut qu'elle puisse reconnaître un feu stop. Si elle ne reconnaît pas un feu stop, ça fait problème. Alors il y a plusieurs moyens. Soit on va rentrer à la main des données d'un feu stop, c'est comme ça, il y a 8 côtés, c'est rouge, etc. Bon, ça c'est une façon de faire. La voiture elle va reconnaître le feu stop dans la plupart du cas. Mais si jamais il est mal dessiné, s'il est de travers ou s'il y a un graffiti dessus, elle le loupera. Donc on va aller dans le machine learning. Machine learning c'est quoi? C'est de rentrer dans la machine des milliers de photos de feu stop. Avec un peu de chance, quand elle trouvera un feu stop, elle va reconnaître un feu stop. Ça ne sera pas encore parfait parce que s'il y a du brouillard ou les conditions sont encore plus mauvaises, elle risque de louper. Soit qu'elle en loupe un, et là ça fait un accident, on dit que la voiture autonome ça ne marche plus. Donc là on arrive au deep learning. Le deep learning c'est un réseau de neurones avec des couches de neurones. La voiture on lui apprend d'abord à reconnaître qu'un feu stop c'est un octogone. Premier. Ensuite, plusieurs entrées, une sortie, ça peut être un feu stop. Deuxième réseau de neurones, deuxième couche qui reconnaît la couleur, il faut que ce soit rouge. La troisième, les formes à l'intérieur, il faut un S. La quatrième, donc on a éliminé tout le reste. La quatrième, il faut un T, etc. Et avec ça, elle a beaucoup moins de risques de se tromper. Et ça peut être appliqué à des tas de choses. C'est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning. Alors en cancérologie, la recherche pourrait changer de paradigme. C'est-à-dire actuellement, en cancérologie ou chirurgie, la séquence standard, logique qu'on a, c'est hypothèse préclinique, à niveau de laboratoire ou intuition, et puis on va faire des études cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Sauf que ça prend de plus en plus de temps, ça coûte de plus en plus cher. Je suis bien passé pour savoir, je vais faire un certain nombre. Il faut 10 ans entre la question et l'arrivée, et du coup, bon, ça s'essouffle, on a beaucoup moins. Donc maintenant, on est en train de passer aux plateformes, c'est-à-dire au recueil de grandes quantités de données, et pour ça, il faut recueillir d'un côté les données cliniques, et de l'autre côté les données biologiques. Parce que si on a juste les unes et pas les autres, ça ne sert à rien. Il faut donc les caractéristiques cellulaires, les tumeurs, le nombre de tumeurs, et les données cliniques des patients. Et du coup, maintenant, les études, grâce à ces grandes capacités d'analyse, ciblent beaucoup plus les anomalies génétiques des cellules que les organes. On va couper des études pour une anomalie génétique qui peut concerner plusieurs organes. Et même on en arrive à l'extrême, c'est les essais N-1, c'est-à-dire où le patient est son propre témoin, dans le temps, on va lui donner différents médicaments et on compare, et il n'y a plus que besoin d'un seul patient. Alors du génotype au phénotype, les plateformes, elles permettent de croiser les bases de données cliniques et génétiques, et donc d'identifier dans les tumeurs des marqueurs génomiques et épigénomiques qui contrôlent la prolifération tumorale. Alors le problème qu'on a avec ça, c'est qu'actuellement, on a beaucoup plus de données, d'informations à analyser que de nombre de patients ou de nombre de tumeurs. Ce qu'on appelle le syndrome du grand P d'un côté et du petit n. Donc il faut essayer d'augmenter le n, c'est-à-dire le nombre d'échantillons, et de réduire le p. Et pour augmenter le nombre d'échantillons, soit il faut faire des grandes bases de données, des tumorothèques, soit il faut partager les données. On en parlait tout à l'heure, donc c'est souvent important de partager les données, et ces méthodes, elles permettent de partager les données entre les laboratoires. Et d'autre part, pour mieux utiliser et moins demander d'informations, on peut en demander tout un génome, mais ça ne sert à rien, on utilise ces données avec des algorithmes très puissants maintenant, qui vont pouvoir apprendre de déterminer quelles sont les données utiles, et puis aller fouiller toutes les données et chercher les données utiles. Donc on augmente le nombre d'échantillons, et on diminue le nombre d'informations qu'on recherche pour essayer d'être plus efficace. Alors tout ça, ça donne lieu à l'essor de tas de start-up dans ce domaine-là. J'en ai cité une là qui est intéressante, Sophia Génétique, où ils ont un contrat avec 350 hôpitaux, dont ils recueillent les données cliniques, enfin les données des caractéristiques cellulaires des tumeurs des patients, et ils les renvoient aux hôpitaux qui leur permettent de les confronter avec les données cliniques. Donc ça, c'est un domaine où ça se développe extrêmement rapidement. Ce qu'on appelle le data mining, ou la fouille de données, ça consiste à analyser des données sans aucune idée, à la recherche de corrélations méconnues ou de tendances. C'est-à-dire qu'on va rechercher des signaux faibles, des corrélations faibles qu'on n'avait pas vues avant. Certaines appellent ça
laisser parler les données. Alors quand on regarde des corrélations, si ça vous amuse, vous allez taper sur Internet, vous allez sur un site qui s'appelle Spurious en anglais, Correlation, vous verrez. Alors on peut faire n'importe quoi, on trouve des entre l'âge du capitaine et n'importe quoi, donc il faut quand même un peu de cerveau pour pouvoir les analyser. Alors, quand on trouve une corrélation, il faut aller comprendre le pourquoi. Donc les gens qui disent qu'il n'y aura plus besoin de faire d'études, qu'il suffit de chercher les corrélations, ça paraît peu vraisemblable. En revanche, ces corrélations, elles sont une bonne source pour aller avoir des hypothèses et aller faire par exemple des études de phase 1 ou sélectionner des gènes par exemple qui vont permettre à un médicament qui s'attaque à une anomalie génétique aller avoir une idée d'une étude phase 1 pour un médicament qui n'est pas l'AMM par exemple. Alors dans le domaine du médicament, les mégadonnées peuvent peut-être permettre de réduire le coût de développement des médicaments. Vous savez que le coût de développement actuel d'un médicament, c'est-à-dire quand il y en a un qui est approuvé par rapport à tous ceux qui ont loupé, la grande majorité est salut, c'est estimé, là c'était sur une source de banque de Morgan Stanley, à 2,6 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Et là-dessus, et à peu près et à 57%, c'est-à-dire plus de la moitié, qui est le coût des études cliniques. On pourrait penser que c'est les études biologiques, ben non, c'est la clinique qui coûte le plus, les études phase 3, ça coûte énormément d'argent. Donc l'idée maintenant, c'est de penser qu'avec ces exploitations des données de masse, on peut arriver à retrouver plutôt des signaux qui montrent que ça ne va pas marcher, ou que c'est trop toxique, et donc d'arrêter plutôt les études, en plus en utilisant les biomarqueurs qui ont été mis en évidence, en les ciblant, et donc de réduire, et les estimations, c'est que sur 2,6 millions, on peut peut-être réduire ça à 2, ce qui fait quand même une économie substantielle. Alors certains, et il y a des startups qui sont spécialisées là-dedans, utilisent des algorithmes pour réanalyser des études déjà publiées. Vous savez que les études, quand elles sont publiées, quand c'est une phase 3, il faut qu'il y ait un petit peu significatif. Elles sont parties du principe qu'en faisant un petit peu significatif, on peut aussi louper des signaux faibles qui vont pouvoir être validés si on a des beaucoup plus grandes bases de données. Donc certains se sont spécialisés dans la réanalyse des études qui ont été considérées positives pour aller chercher des signaux faibles et éventuellement retrouver des molécules qui vont pouvoir être efficaces. Alors en pharmacovigilance, c'est pareil, beaucoup de possibilités à partir des bases de données. J'ai mis réseaux sociaux, point d'interrogation. Là, c'est une source potentielle, c'est aussi une source dangereuse parce que dans les réseaux sociaux, il y a un peu n'importe quoi et il faut faire très attention à pouvoir sélectionner. Est-ce que ça peut aider au diagnostic et au traitement? Toutes les GAFA, encore une fois, Google, Amazon, Facebook, Apple se sont tous mises, elles se sont toutes intéressées à la santé, au cancer, toutes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver dedans. Et grâce à tout ça aux données qu'elles collectent, aux contrats qu'elles ont eus avec des hôpitaux. Alors il y en a, ça a marché, d'autres, ça n'a pas marché. Par exemple, Google, ou une firme qui dépendait de Google, a acheté des données d'un certain nombre d'hôpitaux anglais pour faire des études sur l'insuffisance rénale. Ils ont un peu débordé ce qu'ils devaient faire, et puis ça a fait un scandale, ils ont dû faire marche arrière, rendre les données et tout, ça n'a pas marché. IBM, ça s'appelle Watson. Là aussi, moi je les ai entendus, pour l'instant c'est un peu décevant. Ils n'apportent pas énormément, alors ça viendra peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant c'est un petit peu décevant. Alors pour certains, les patients pourraient ne plus avoir besoin de leur docteur, ils appuient sur le bouton, ils ont rentré leurs données, puis l'ordinateur leur dit voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre le contrôle de leur santé. Voilà. Bon, ça on peut en douter, pour certains on a des collègues qui disent que l'intelligence artificielle va tout faire, enfin un patient c'est pas une voiture qu'on amène au garage, il va falloir déjà peut-être l'examiner cliniquement, puis à la fin il va falloir lui expliquer les différents traitements, et puis si l'ordinateur lui dit en gros en cancer, prenez ce médicament-là, vous avez 4 mois d'espérance de vie et celui-là 5, donc il vaut peut-être mieux un docteur pour l'expliquer. En épidémiologie, là c'est évident, Big Data et algorithmes permettent d'améliorer l'efficacité des méthodes épidémiologiques actuelles pour identifier les facteurs de risque. Ça c'est relativement évident, facteurs de risque externes, des cancers, environnement, pollution. Avec les données des téléphones, on peut aussi savoir où sont les regroupements de population et donc les risques d'épidémie. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux. Je vous dis, je pense qu'il faut être prudent de ce côté-là. Les mathématiques et les algorithmes.
en imagerie, en modélisation des tumeurs. Pour l'analyse d'images, actuellement, il y a des progrès considérables. C'est-à-dire que la définition des images, actuellement, elle descend aux pixels. Et les pixels, pour certains scanners, maintenant TDM, ils descendent au-dessous de 1 mm. Tout ça, c'est plus visible à l'œil des radiologues. En revanche, c'est analysable tout à fait par des machines. Et donc, le rôle des machines d'analyse des échographies, des scanners, des IRM, pour aider les radiologues au diagnostic, ça va devenir considérable. C'est un domaine où il y a énormément de startups qui travaillent, notamment pour les dépistages du cancer du sein, et c'est évident qu'il se passe des choses extrêmement importantes là-dedans. L'imagerie fonctionnelle aussi, où on couple l'imagerie à des marqueurs, le PET scan vous connaissez, le PET IRM, l'imagerie moléculaire, où on couple à des biomarqueurs marqués, et aussi, on peut, je vais vous montrer des exemples, modéliser la progression des tumeurs et des métastases. Alors on peut, voilà une start-up qui travaille là-dessus, qui à partir d'un foie et du découpage d'un foie en tuiles, peut dire si des petites taches qu'elles sont très vraisemblablement un CHC, un carcinopathe cellulaire ou pas. Vous savez que c'est le problème essentiel quand on s'occupe de ça. Et là, c'est sûrement un des grands progrès avec l'analyse d'image, de savoir si les caractéristiques sont dans ce sens. Ça, c'est une équipe de Bordeaux, Thierry Collin, qui travaille et qui fait des trucs très intéressants. Alors, vous voyez, voilà par exemple un cancer du poumon, métastase pulmonaire, autant T0, autant T1, et ils utilisent des images autant T1, autant T0 et T1 pour faire une prédiction d'évolution sans traitement. Et vous voyez la prédiction qui est là, et la validation qui est là. Donc, c'est pas très loin. Et même avec chimiothérapie, il est rentré cette donnée pour pouvoir savoir l'évolution en fonction de la chimiothérapie et si elle va marcher. Vous voyez, on prend les situations en T1 et T2, on calcule la situation en T2 en utilisant les situations au début de la chimiothérapie, et vous voyez les différentes images, et ça c'est ce que la machine a calculé avec un médial, et voilà la validation réelle qui tombe bien dedans. Et ils ont validé tout ça, vous voyez, avec une courbe entre mesuré et vu, avec une cohorte de l'Institut Bergonié à Bordeaux, qui a bien permis de valider l'exactitude de leurs algorithmes. Alors en 3D, voilà ce que ça donne. Alors ce n'est pas des images de laboratoire comme on en voit dans les expositions pharmaceutiques, c'est vraiment un modèle d'une tumeur, d'une métastase dans le poumon et sa croissance en fonction du temps. Donc ça peut permettre de savoir à quel moment on veut opérer en fonction de la pathologie, à quel moment on décide d'opérer. C'est utile aussi pour la croissance des méningiomes de calculer la croissance ultérieure à un temps T1 en servant des T0 et T1. Et là, de la même façon, en rouge la surface prédite, en bleu la surface réelle de progression d'un méningiome, et voilà, vous voyez la prédiction qui est la bande verte, et la taille réelle qui est là. Et puis sur une animation, vous allez voir qu'ils arrivent non seulement à prédire l'augmentation de taille du méningiome, mais aussi la compression du parenchyme cérébral à côté. Ça c'est le méningiome. Et vous voyez qu'à droite, vous avez le parenchyme cérébral qui est comprimé par le développement du méningiome qui est à gauche. Vous voyez, ça dilate là, ça repousse les autres structures et ça permet d'avoir donc une idée des conséquences neurologiques en fonction du temps, et ça peut aider les chirurgiens à savoir quand il faut opérer. Et là aussi, tout ça, c'est encore une fois, c'est pas des images, c'est des calculs avec des algorithmes, et c'est bien validé par la valeur prédite en abscisse, en ordonnée, et la valeur observée en abscisse. Alors évidemment, tout ça, ça peut poser des problèmes éthiques, hein, c'est ce qui fait un peu peur au public aussi, c'est que les données personnelles, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors le contrôle des données, bien entendu, je vous l'ai dit, ces données, c'est notamment les traces que nous laissons partout. Par exemple, tous vous avez votre téléphone portable dans votre poche, vous avez localisation, et donc si vous êtes avec Google, Google c'est tout ce que vous êtes en train d'assister, et même pas besoin de signer une feuille de présence, Google c'est tout ce que vous êtes là, en train d'assister à une séance de l'Académie de chirurgie. Alors ces données, elles sont consenties ou non consenties, elles sont diffusées, parfois vendues à l'insu de ceux qui est chacun propriétaire de ces données, donc ça pose des problèmes. Alors pour ça, il y a des solutions, c'est de les rendre anonymes et d'utiliser des pseudonymes. Mais bien entendu, ça c'est la théorie. Après ça, il y a des risques de réidentification. Si quelqu'un sait que vous êtes là aujourd'hui et que vous habitez à Paris, à tel endroit, de temps en temps vous allez dans une maison au bord de la mer, clairement, vous n'aurez pas beaucoup de mal à être identifié, même si vous donnez son anonyme. Donc ça, c'est des problèmes. Donc toute la question pour ça, c'est de trouver le juste équilibre entre pas de contrôle et trop de contrôle. C'est le rôle de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à donner un avis sur un projet de rapport de l'UNESCO, justement, qui se propose d'essayer de fixer des règles. Et tout le problème des règles, c'est qu'il ne faut pas tuer non plus, il faut pas tuer cet intérêt extraordinaire pour la recherche et pour des belles choses, mais il ne faut pas non plus laisser n'importe qui avoir accès aux données personnelles. Alors quand on parle de données personnelles, ça c'est une petite information qui peut vous faire sourire, ça s'appelle la vulnérabilité des objets connectés, en anglais Internet of Things. Ça c'est des objets qui ont dû être retirés du marché parce qu'ils faisaient un peu les espions. Alors vous voyez, il y a tout, ça va peut-être vous surprendre. Il y a par exemple des pompes à infusion. Bon, ça, c'est pas trop extraordinaire. Les pompes à infusion, elles informaient le fabricant pour qui on les utilisait. Les poupées Barbie. Les poupées Barbie, elles avaient un logiciel et le fabricant savait ce qui se passait dans la maison où les petites filles jouaient avec leurs poupées Barbie. Alors déjà, c'est plus embêtant, ça. Ou des réfrigérateurs, des télés. Il y a eu des télés, vous voyez, Samsung et LG qui ont dû être retirés du marché parce qu'ils avaient des programmes qui avaient un peu le défaut d'enregistrer ce qui se passait dans la salle de séjour où on regardait la télé, etc. Donc vous voyez, il faut être vigilant et il ne faut pas se priver de ce progrès important, mais il faut être vigilant. Donc pour conclure, ces nouvelles méthodes mathématiques, elles font partie de notre vie, elles font partie probablement des progrès en santé et en cancérologie. Elles ont un potentiel considérable. Si on demande si elles vont bouleverser la cancérologie, l'améliorer plus modestement, personnellement, je pense qu'on aura toujours besoin de docteurs et que ça ne va pas remplacer les médecins, ça ne va pas tout remplacer, mais c'est un outil formidable, comme il y a eu la machine à vapeur, comme il y a eu l'imprimerie, et qu'il va falloir faire avec et apprendre à les utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut les connaître et que les médecins doivent apprendre à les connaître pour améliorer la prise en charge des patients et puis éviter les effets dont je vous ai parlé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Bernard, tu as réussi à rendre compréhensible des choses qui sont très complexes, avec un langage simple, et je pense que vraiment on a tous bien compris de quoi tu voulais parler, et de quoi ça sert, et l'avenir, et vraiment c'est assez formidable. On a le temps pour quelques questions, si vous le souhaitez. Alors, si ça vous intéresse, il y a eu une séance à l'Institut la semaine dernière avec l'Académie des sciences qui sera disponible sur Internet dans le courant de la semaine prochaine. Il faut taper Académie des sciences, vous regardez la séance du 28 novembre et c'est ce que je viens de vous dire avec un peu plus de détails. Un neurologue connecté. Merci beaucoup pour cette très très bel exposé qui nous ouvre des horizons. Mais vous dites qu'on aura toujours besoin de médecins, mais est-ce qu'il n'y aura pas certaines spécialités qui vont plus être remplacées par cette intelligence artificielle? Je pense par exemple à la dermato. Dermato, c'est essentiellement une science observationnelle. Le dermatologue a enregistré un certain nombre de milliers d'images dans son cerveau, mais certainement beaucoup moins que ce que peut faire un ordinateur. Est-ce que le patient n'aura pas plus facile, effectivement, comme vous le disiez, aller sur Internet, prendre une photo de son petit truc cutané, et puis avoir le diagnostic et qui sait le traitement adéquat? Oui, sûrement. Enfin, il y a déjà des patients qui viennent en consultation et qui ont déjà regardé tout sur Internet. Ce n'est pas les plus faciles à traiter
parce qu'ils savent tout et souvent ils n'ont pas bien compris. Alors les dermatologues, oui, maintenant il y a des logiciels qui prennent des photos et qui, avec les bons algorithmes, qui vont dire voilà, c'est ça, c'est un mélanome, c'est pas un mélanome, c'est un vasocellulaire. Moi j'ai aussi vu des photos à des problèmes en digestif, c'est les polypes, ils sont bénins, ils sont malins. Quand on fait des photos en coloscopie, qu'on rentre des quantités de photos de polypes avec à côté le diagnostic histologique qui a été fait après, eh ben, on peut dire, avec peu de risque de se tromper, c'est malade, c'est pas malade. Je ne pense pas qu'on pourra se passer des médecins parce qu'il faut quand même à un moment interpréter. Probablement le métier qui va être le plus bouleversé le plus rapidement, c'est le métier de radiologue. Parce que les algorithmes ils vont sûrement faire mieux que des radiologues très moyens. Ils vont faire moins bien que des radiologues très expérimentés. Mais moi, j'ai une épouse qui fait de la deuxième lecture de mammographie dans le cadre de programme de dépistage. Bon, ça, c'est un travail qui est un peu... c'est pas très marrant, quand elle rentre, elle est fatiguée. Hein. Bon, je pense qu'un algorithme pourra faire ça très bien, qu'une analyse, un ordinateur pourra faire ça très bien. Voilà. Mais donc les radiologues, ils vont avoir à s'adapter, et puis les machines, elles voient les pixels au millimètre que les yeux du radiologue ne voient pas. Merci beaucoup pour l'exposé qui était vraiment très très clair. Je pense que justement, on parlait de radiologue, peut-être aussi pour rejoindre les collègues de données photos, ça va être peut-être les anatomopathologistes par exemple aussi, qui vont être une spécialité qui va évoluer. Quoi qu'il en soit, le médecin fera l'interface homme-machine, enfin patient-machine justement, parce qu'il y a toujours ce besoin de pouvoir expliquer. Lorsque je croise des personnes qui sont stressées par les notions d'intelligence artificielle, je leur explique surtout que l'intelligence est plutôt augmentée qu'artificielle encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est une puissance de calcul, mais encore faut-il que l'algorithme initial soit bon et était bien codé pour faire en sorte que la machine puisse ensuite apprendre. Donc elle ne peut pas non plus, de suite, on n'est pas encore à la guerre des clones avec des machines qui vont prendre le dessus, elles sont maîtrisables. Et deuxième réflexion, des études qu'on va sortir montrant que l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est bonne que lorsqu'elle est accompagnée par un humain, et que c'est l'association des deux, cette collaboration qui fait des merveilles, et l'intelligence artificielle seule n'est pas encore suffisamment opérationnelle. Non, tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'exposé, c'est d'essayer de garder les pieds sur terre. C'est des méthodes nouvelles et fantastiques. Il faut aussi garder les pieds sur terre. On a des collègues qui disent des choses extraordinaires. Enfin, voilà. Je ne pense pas qu'il faille aller si loin. Alors après ça, est-ce qu'il faut appeler ça intelligence artificielle ou pas? Il n'y a pas beaucoup de définitions, je ne sais pas. Enfin, Turing, en 1950, on parlait déjà d'intelligence artificielle. Maintenant, il y en a certains qui disent ça, c'est des algorithmes. Ça, c'est pas encore d'intelligence artificielle. Quand on a ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, avec les ondes du feu stop, les réseaux neuronaux, on commence quand même à s'approcher de l'intelligence d'un cerveau humain, avec une grande différence. C'est qu'un cerveau humain, quand il ne comprend pas quelque chose, il va chercher des informations à l'extérieur. Un ordinateur avec des algorithmes, même de deep learning, il peut réanalyser mieux ce qu'il a déjà fait, il peut aller rechercher les informations, mais les données, elles sont là, il ne peut pas aller ailleurs. Voilà. Et ça, c'est une grande différence pour un certain temps. J'avais justement une petite question sur l'intelligence artificielle. Vous avez parlé de Google, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont vous parlez, c'est uniquement pour l'instant l'intelligence artificielle que Google elle-même qualifie d'intelligence artificielle faible. Ils ont aussi la notion d'intelligence artificielle forte. Et ils ont fait récemment des travaux dans ce sens-là où ils ont développé cette intelligence artificielle forte. La différence pour eux, c'est que l'intelligence artificielle faible, c'est celle qu'on décrit aujourd'hui, qui réalise des tâches, qui les réalise certainement mieux que nous pour des tâches spécifiques quand ils sont orientés, etc. Mais l'intelligence artificielle forte qu'ils ont développée, pour laquelle ils ont des résultats actuellement, est une intelligence artificielle qui crée à son tour une intelligence artificielle de manière autonome pour des tâches qu'elle a décidées elle-même. Donc actuellement, Google traite ces données, en tout cas a l'intention de le faire, avec cette intelligence artificielle forte qu'il a décidé elle-même, quelle autre intelligence artificielle elle crée pour traiter quel type de problème dans le problème qu'elle cherche à résoudre. Donc, est-ce que c'est nous qui allons choisir la gestion de ces databases et leur devenir,
Ou est-ce que ça n'est pas ces intelligences artificielles fortes qui sont en train d'apparaître qui vont décider comment nous allons résoudre le problème? Alors, si vous voulez, il faut un peu contrôler tout ça. Facebook a dû retirer des algorithmes qui dépassaient un peu ce qu'on leur avait demandé et qui arrivaient à faire des contresens. Donc, moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le grand directeur de l'intelligence artificielle de Facebook, qui est un Français qui a été recruté comme beaucoup là-bas, et ils ont des programmes extraordinaires. Par exemple, ils n'osent pas dire qu'ils vont regarder dans les données des gens, mais ils ont un programme, ça fait bien aux États-Unis, pour empêcher le suicide. C'est-à-dire quand ils voient que les gens échangent sur Facebook des informations qui laissent penser qu'ils sont déprimés, ils disent attention, on va les empêcher de se suicider, comme ça fait bien. Bon. Il faut faire très attention. Je ne crois pas que pour l'instant les programmes d'intelligence artificielle, je n'ai pas employé le terme, vous avez vu tout à l'heure exprès, peuvent aller chercher aller répondre à des questions qu'on ne leur a pas posées. En revanche, ils peuvent s'adapter pour mieux répondre à des questions. En principe, un algorithme, c'est une suite d'opérations pour répondre à une question. Donc, effectivement, là, il y a danger. Et je vous dire, de temps en temps, ça dérape, et il faut faire attention, ça ne dérape pas. Alors, sur la définition de l'intelligence artificielle, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je vous dis que ce groupe de travail là dont j'ai parlé, je l'ai monté avec Cédric Villani, qui doit rendre le rapport pour le gouvernement en janvier. Quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Il a dit je ne sais pas et je ne veux pas en parler. Voilà. Donc c'est peut-être bien pour les politiques. Bon, je ne sais pas si... Voilà. Je veux dire, dans les années 50, on parlait d'intelligence artificielle alors qu'il y avait des ordinateurs qui, au but de ce qu'on fait maintenant, étaient plutôt rudimentaires. Personnellement, je crois que quand on est dans l'apprentissage automatique et qu'on commence à avoir des ordinateurs qui s'adaptent aux tâches, là on approche, mais encore une fois, les ordinateurs, ils vont chercher dans les données qu'on leur a données, et les algorithmes, ils ne vont pas chercher ailleurs, et heureusement pour l'instant, notre cerveau, il est capable d'aller voir ailleurs. Mais je vous garantis que maintenant, ils le font. Vous pouvez regarder les dernières données et les dernières sorties de Google. Il fait son deep learning sur ses propres intelligences artificielles qu'il crée et il lui enseigne tout seul. Et il fonctionne tout seul. Et la personne qui a codé au départ est incapable de comprendre ce qui se passe. Ça c'est autonomisé. C'est totalement. Oui, mais ça c'est le risque. Oui, ça existe. Alors, pour tout vous dire, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que si nous sommes en train de poser les bases de la question de comment légiférer l'intelligence artificielle, mais qu'on ne se pose pas ces bases-là sur la vraie intelligence artificielle qui est en train de venir, parce que en réalité, ce dont on parle, c'est celle qui exécute des tâches, pas celle qui décide. C'est de celle-là peut-être qu'il faudrait... Oui, encore que, vous savez, il faut aussi faire très attention, là, les gens de l'Internet. Bon. Nous, on a fait venir, la plupart, au groupe de travail, on a fait venir ceux qui ont bien voulu venir. Pour l'instant, on a IBM, Facebook, Google, ils ne veulent pas le dire, ils prétendent que les gens que j'ai contactés, ah ben non, nous, on ne s'intéresse pas à ça. Bon, d'accord. Voilà, c'est tout. Alors, leur expérience avec les hôpitaux du NHS en Angleterre, ça n'a pas été un succès, à Google Free, ça a foiré. Et voilà, donc simplement, je crois qu'on ne peut pas commenter là-dessus. La seule chose, je crois qu'il est important de connaître, il est important qu'on connaisse ça, et qu'il est important que les médecins, que les futurs médecins, les chirurgiens soient au courant que ça existe, pour éviter que ça dérape, et que, en gros, un malade, il a besoin d'un docteur qui ait des bons outils pour pouvoir le soigner. C'est comme ça que je vois les choses. En fait, les algorithmes et ces machines, est-ce qu'elles ont un sens critique? C'est-à-dire que vous avez dit, bon, on fait une recherche, on a un but, tout ça, mais où est le sens critique dans cette affaire? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on nous a appris à écrire des articles scientifiques, il y avait un but, il y avait une méthode, et il y avait des résultats. Finalement, tout l'important, souvent, c'était la méthode. Parce que là, on pouvait critiquer. Mais on sait que quand un mot sort en premier sur Google, c'est pas parce que c'est le mot le plus important, c'est parce que c'est celui qui est le plus référencé par Google pour des bonnes, mais aussi des mauvaises raisons. Donc, où est le sens critique dans tout ça? Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un sens critique, il y a des erreurs.
Les radiologues, par exemple, comment ils font pour préparer, comment on fait pour préparer des algorithmes, pour analyser, je parlais de mammographie tout à l'heure. Comment ils font? Il faut d'abord rentrer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de mammographies, et puis derrière, il faut un radiologue qui dise c'est un cancer, c'est des microcalcifications, c'est pas un cancer. Et une fois qu'on a fait ça avec l'aide d'un être humain, après, l'algorithme, il voit une image, il n'analyse plus l'image que nous voyons nous, il analyse des pixels, et il va dire, bon, ça ressemble à ce qu'on m'a dit. Après ça, il se trompe, maintenant il se trompe de moins en moins. Il faut que la méthode soit bonne au début. Il faut que la méthode soit bonne au début. Alors, est-ce que c'est critique ou pas? Tout ce qu'il fait, c'est analyser ce qu'il y avait après pour essayer d'en faire un projet. Hein. C'est comme les gens appellent ça des analyses bayésiennes. On essaie de déduire le futur. C'est comme la météo. Je crois que le bon exemple, c'est la météo. Comment font c'est des algorithmes de météo, c'est-à-dire qu'ils rendent des tas d'informations sur des situations de nuages qui étaient comme ci, de vent qui étaient comme ça, de températures qui étaient comme ça, et ils vous disent demain il va pleuvoir à telle heure. Bon, vous voyez, en général c'est vrai. Quand vous êtes en plaine, c'est vrai. Quand vous êtes en montagne, ça devient plus comme ça. Et puis, c'est pas toujours vrai. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont critiques ou pas? Non, c'est nous qui sommes critiques parce qu'on est sortis tout à l'heure sans parapluie, alors qu'il ne devait pas pleuvoir aujourd'hui, et que c'est mieux pleuvoir. Encore une question? Non, merci beaucoup.